Donc bonjour à tous, nous allons voir un schéma bilan sur notre partie en cours, les traces du passé mouvementé de la Terre, schéma au cours duquel nous allons revoir comment se produit donc la naissance d'un rift et comment ce rift, lorsqu'il fonctionne, va pouvoir permettre de passer à un mécanisme d'océanisation. Lors de la mise en place d'un rift, on constate, comme nous l'avons vu en classe, un amincissement de la croûte continentale dû à la mise en place de mécanismes de divergence, hein, ou d'extension, comme vous voulez, qui vont, ces mécanismes, fracturer la croûte continentale. Et le témoin de cette fracturation, ce sont les failles normales qui bordent ce rift. On observe aussi à l'axe du rift un volcanisme de type basaltique que nous avons vu et qui s'explique par l'amincissement de la lithosphère à l'aplomb du rift, qui se traduit donc par une remontée de manteau asténosphérique et ce qui peut engendrer un mécanisme de fusion partielle de la péridotite qui va donc créer du magmatisme à l'origine de ce volcanisme de type basaltique. Un rift est marqué par donc une structure tectonique particulière. Des failles qu'on appelle donc normales, mais qui ont une forme très particulière, comme le dos d'une cuillère. On parle de failles listriques, donc de part et d'autre du rift. On observe aussi la présence de sédiments qui étaient présents avant que la croûte continentale se disloque. Donc ces sédiments sont parallèles à la croûte continentale et ce sont des sédiments anté-rift, c'est-à-dire présents avant le mécanisme de rifting, mais on observe aussi des sédiments qui sont contemporains de l'activité du rift, qu'on appelle des sédiments syn-rift et qui ont une structure différente en forme d'éventail. Alors ces sédiments sont très importants puisqu'ils vont permettre de procéder à une datation notamment relative de la mise en place du rift, du début du rifting. Lorsque ce rift, hein, qui est un fossé d'effondrement, lorsque l'altitude de ce rift passe sous le niveau de la mer, il va donc être facilement envahi par les eaux marines et on assiste alors à la mise en place d'une croûte océanique. On passe donc dans la phase océanisation, c'est-à-dire que à l'aplomb du rift, là où il y avait du volcanisme, eh bien, se crée ce qu'on appelle la dorsale océanique, que vous connaissez bien, et qui va être alimentée toujours par les mêmes mécanismes de remontée de matériaux chauds des profondeurs et donc de fusion partielle de péridotite, à l'origine de la création d'une croûte océanique caractéristique faite de basalte et de gabbro. Nous sommes toujours dans un mécanisme de divergence. C'est donc la naissance de l'océan. Alors, cet océan poursuit son expansion. On le voit hein, sur cette image. La dorsale, bien sûr, en est l'explication. C'est la dorsale qui est active et qui crée cette croûte océanique. On retrouve les stigmates de l'ancien rift qui s'appellent désormais des marges passives, toujours marquées par les mêmes failles, hein, qu'on appelle donc toujours des failles normales, et on parle cette fois-ci de blocs basculés concernant donc ces parties, ces anciennes parties du rift. À cela s'ajoutent de nouveaux sédiments. Hein, le rift n'est plus actif puisqu'on est passé à la phase océanisation. Il n'y a donc plus de basculement de blocs, mais la sédimentation se poursuit et on peut observer des sédiments qui cette fois-ci vont s'appeler post-rift, puisque le mécanisme de rifting a cessé, et qui vont recouvrir intégralement les sédiments précédents. Nous sommes toujours dans des mouvements de divergence.
À la faveur de changements de mouvements tectoniques, et par exemple, si on se retrouve dans un contexte tectonique de convergence, on le voit ici avec les flèches, on assiste à un mécanisme vu l'année dernière en première que l'on appelle la subduction, lorsqu'une portion de lithosphère océanique donc plonge en profondeur sous une lithosphère continentale. Ce mécanisme de subduction, c'est donc tout simplement la disparition d'une partie de la lithosphère océanique créée précédemment pendant des milliers d'années lors de l'expansion océanique. Cette subduction peut être aussi complétée par un mécanisme d'obduction. Alors l'obduction, on le voit ici, je vous le montre, c'est lorsqu'une partie de croûte océanique se retrouve non pas sous de la lithosphère continentale, mais se retrouve à recouvrir de la croûte continentale. On parle cette fois-ci d'obduction. Les roches typiques des zones de subduction, vous les connaissez, nous les avons vues en classe de première et nous les avons revues en classe de terminale. On peut citer notamment des schistes bleus et des éclogistes. La phase suivante, c'est bien entendu la collision des deux blocs de lithosphère continentale ici. Lorsque l'océan, la lithosphère océanique a totalement disparu, on a donc la collision continentale qui conduit à la mise en place d'une chaîne de montagnes ou une ceinture orogénique, hein, ça veut dire la même chose. Et on va retrouver des traces de cet ancien océan disparu dans ces chaînes de montagnes qui portent le nom de sutures ophiolitiques. Et l'élément caractéristique, c'est ce qu'on appelle les ophiolites et que nous avons vu en TP récemment. Ainsi, on a montré dans ce schéma bilan comment on peut, à partir d'une croûte et d'une lithosphère continentale plutôt, passer d'un mouvement, d'un mécanisme de rifting à une océanisation, puis une collision et à la constitution d'une chaîne de montagnes. Alors, une dernière chose pour vous dire que le rifting ne conduit pas toujours à l'océanisation. Un rift peut être actif un certain temps, puis ça s'arrête. Pour des raisons diverses et variées, le rifting peut s'arrêter, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'alimentation en magma et donc en lave basaltique au niveau de l'axe du rift, et ça reste en l'état. Donc ce n'est pas systématique. Un rift ne conduit pas systématiquement à une phase d'océanisation.